Salut, c'est Maude avec un E, pour Céramique avec un K, le podcast qui dresse le portrait de la création céramique actuelle. Non, la céramique ne se résume pas à la poterie. Elle ne se résume pas non plus à Demi Moore et Patrick Swayze, batifolant sur un tour de potier. Non, la céramique ce n'est pas ringard. Au contraire, c'est une discipline vaste et éclectique, regroupant des créatrices et créateurs, des artistes aux horizons et pratiques variées. Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leur démarche et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchant le tigre. Le céramiste qui a accepté de se dévoiler derrière le micro est aujourd'hui Bertrand Secret. Bertrand est un céramiste sculpteur et dandy jardinier qui vit caché en lisière de forêt. Dans son atelier, ces pièces aussi belles que étranges tiennent compagnie aux esprits et créatures sylvestres qui habitent les lieux. Après m'avoir servi un thé, dans un bol japonais bien évidemment, on a discuté de floristerie, de tutos YouTube, de terre mêlée et de permaculture maraîchère. J'espère que l'épisode vous donnera envie d'une grande balade en forêt avant de regagner votre atelier. Bonne écoute. Alors le début de l'interview, ça se passe toujours de la même façon. J'aimerais connaître en fait tes premiers souvenirs en lien avec l'argile. Alors je me souvenais de cette question et donc j'ai pu y réfléchir. Et en fait, ma mère m'avait, avec mes frères, un été où on s'ennuyait énormément, parce que j'ai grandi à la campagne, nous avait acheté un pain de terre. Je crois que je devais avoir 8 ans. Et j'ai fait une petite tête d'un être vraiment étrange, une espèce d'être hybride déjà, qui n'a jamais été cuit, mais qui est resté tel quel. Bon, il a eu une moustache qui s'est brisée, mais il est encore chez mes parents à prendre la poussière, mais c'est assez. Peut-être que j'essaierai de le cuire un jour. Oh bah oui. Et le rapport à la nature est très fort chez toi. Est-ce que ça vient aussi de l'enfance? Est-ce que déjà, quand tu étais petit, quand tu pratiquais l'argile, ce petit être hybride là que tu as fait, c'était déjà important? Moi, j'ai grandi dans le sud-ouest, dans un endroit assez isolé, entouré de forêts. Et je jouais pas mal dans le jardin. J'allais carrément même me balader tout seul dans la forêt. Un truc qu'on aurait un petit peu plus de mal à notre époque, laisser faire à nos enfants. Et donc j'ai assez vite eu ce rapport très particulier à me raconter plein d'histoires, en regardant les arbres, le vent les sons de la forêt, ce genre de choses. J'allais pas mal aux champignons aussi. J'essayais de dessiner des oiseaux. Depuis toujours, je me suis c'était quelque chose de très naturel, tu vois. Il y avait pas de questions. Les questions sont arrivées plus tard, tu vois, du rapport de la nature à la culture, tout ce genre de choses. Mais je crois que ça vient d'assez loin. Et finalement, ça s'est renforcé. En fait, en grandissant, j'ai fait mes études en ville, et c'est vrai que j'ai remarqué que, en fait, finalement, même quand tu es en ville, tu as un rapport fantasmé à la nature et peut-être que finalement, quand tu es urbain, tu te reconstruis intérieurement une nature idéalisée, un peu fantasmée et romantique. Mais du coup, finalement, quand tu reviens à la campagne, tu as un rapport plus concret, moins idéalisé, tu vois. Quelque chose qui est plus proche d'une relation que pouvait avoir la paysannerie, tu vois, avant les 30 Glorieuses, quoi. Ok. Bon, on y reviendra un petit peu plus tard, ce rapport à la nature. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours aussi? Alors, ton parcours scolaire, universitaire. Ouais. Alors, j'ai fait un baccalauréat économique et social, ES, comme on disait à l'époque. Okay. J'aurais peut-être préféré être en littéraire, mais j'avais pas vraiment le choix. Et ensuite, une fois le bac empoché, j'ai tenté une fac de psycho. J'étais assez dilettante.
J'ai fait quelques cours en amphi, mais voilà, c'était une année un peu de jachère. J'ai lu pas mal. Et ensuite, j'ai tenté le concours des Beaux-Arts, que j'ai raté. Et à ce moment-là, j'ai fait une prépa qui s'appelait l'AGR à Nantes, dans laquelle j'ai rencontré des étudiants comme moi vraiment passionnants. Et donc j'ai préparé mon concours que j'ai réussi pour les Beaux-Arts de Nantes, Toulouse et Nîmes. Donc j'avais le choix, mais bon, mon amoureuse étant à Nantes, j'ai choisi Nantes. Et donc j'ai fait un DNAP, donc les 3 ans aux Beaux-Arts. J'étudiais j'étais plus dans la photographie à l'époque, où je m'intéressais pas mal à la peinture romantique allemande, et donc tout ce qui est paysage intérieur, tout ce que tu peux projeter sur un paysage, des analogies comme ça, des dialectiques entre l'intérieur et l'extérieur, microcosme, macrocosme et tout ça. Et la 4e année était un peu chaotique. J'étais entre Lille et Nantes, donc je me suis arrêté à un moment donné. Puis avec ma compagne, on est parti à Montréal un petit peu. Et en revenant en France, j'avais besoin d'un plan B pour me nourrir. Et puis parce que j'avais aussi besoin de récupérer un rapport à la nature plus direct, plus concret par l'intermédiaire de la photographie. Et donc j'ai fait l'école des fleuristes de Paris. Et j'ai été fleuriste comme ça pendant 2 ans à Paris. Ok, ok, incroyable. J'hésitais entre le paysagisme et puis fleuriste. Et puis c'est vrai qu'à Paris c'était plus facile d'être fleuriste que paysagiste. Et puis t'es à l'abri l'hiver, c'est pas mal. Et en fait, je pensais qu'au niveau créatif, c'était peut-être plus rapide de pouvoir vraiment t'éclater dans la fleuristerie que dans le paysagisme, où je pense que pour monter les échelons, pendant très longtemps, tu creuses des trous, tu tailles, tu as des tâches un petit peu moins créatives. Et je me suis vraiment bien amusé. Et à un moment donné, on a dû partir, on a eu l'occasion, c'était un choix, hein, de partir en province. On s'est installé sur Arles. Et à ce moment-là, avec l'argent de mon chômage, je me suis acheté mon four. Ah oui, ok. Voilà. Et au départ, je voulais faire de la céramique utilitaire. Et puis très vite, sont nées des créatures, des choses qui ont dépassé le cadre initialement prévu. Mais alors, ça veut dire que tu faisais tu as commencé l'argile, le volume en argile aux Beaux-Arts Pas du tout. Non, j'étais vraiment que à ce moment-là dans la photographie argentique. J'étais dans ma chambre, tu vois, avec les lumières rouges et tout, j'adorais ça. Donc, et puis un petit peu de vidéo. Mais en fait, aux Beaux-Arts de Nantes, c'était très conceptuel. Et donc, les ateliers, c'était assez mal vu à l'époque. Je sais que maintenant, ça a beaucoup changé. Il y a un revival un petit peu de la matière. Mais non, en fait, je sais qu'il y avait un four, mais il n'était même pas utilisé. Enfin, c'est assez dingue. Donc en fait, j'ai fait quelques cours du soir et j'avais négocié avec Cécile de pouvoir cuire des pièces que je faisais à la maison. Et puis là, le drame, sculpture que j'avais pas vidée, qui a explosé. Et donc là, c'est un peu fâché gentiment, mais en me disant que voilà, si je voulais continuer, je pouvais cuire que mes pièces que je faisais avec elle. Et moi, j'avais vraiment envie de me lancer. C'est à ce moment-là que je me suis acheté mon petit four. D'accord. Donc c'était à quelle période? Et ben là, en fait, pendant un trimestre, j'ai fait. C'était il y a à peu près 10 ans. Ah, oui. C'est l'âge de mon fils, 11 ans. Ok, incroyable. Donc tu t'es formé en pratique sur des ateliers de pratique amateurs. Tu n'as pas de formation technique, diplômante Rien du tout. D'accord. J'étais pas mal sur le forum. Il y a un forum de la céramique. Quand j'avais des questions, quand j'avais une pièce qui explosait dans mon four. Il y a beaucoup de casse au départ. C'est vraiment frustrant. Ouais. Et en fait, l'important c'est quand même de comprendre pour pas réitérer les mêmes erreurs. Okay. Non, mais assez vite, j'ai été autonome. Le temps de trouver aussi les bonnes terres. Ouais. Ah, incroyable, ok. Donc complètement autodidacte. Ouais. Parce que je regardais dans ton atelier tes pièces,
la manière dont elles sont construites, on voit qu'il y a quand même beaucoup de techniques. Tu as continué à te former ou c'est vraiment qu'avec des tutos YouTube? Alors, pas trop de tutos YouTube. C'est vrai que ça n'existait pas trop à l'époque, c'était moins développé. Et en fait, je considère pas du tout que je suis quelqu'un de technique. Au contraire, j'ai vraiment l'impression de bricoler, mais vraiment, j'ai un gros problème de légitimité par rapport à ça, justement. Et je me souviens de mon premier séjour à Shigaraki, au Japon, où c'est un grand open space, où tu as les meilleurs céramistes du monde qui viennent travailler. Et j'avais envie de me cacher parce que j'avais l'impression d'être un enfant qui jouait avec la terre. Donc il m'a fallu une bonne semaine d'adaptation et puis je voyais que le regard était bienveillant. Et puis finalement, les approches de la terre, elles sont avant tout sensibles, je pense. Puis la technique, c'est bien de l'avoir pour s'en débarrasser après, c'est-à-dire qu'elle soit au service d'une sensibilité, d'intuition. Enfin, après, il y a plein de façons de l'amener aussi. C'est vrai que là-bas, il y a des boulots hyper formalistes qui sont voilà, vraiment dans un désir de perfection. Et moi, c'est vraiment pas mon cas. J'accueille avec plaisir les accidents parce que j'ai envie que mon travail ressemble à la vie. Et dans la vie, il n'y a pas vraiment de perfection. Bon alors, tu parles de légitimité. Comment est-ce que tu te situes, toi? Est-ce que tu te vois plutôt plasticien, céramiste? Alors, sculpteur? Quand on me demande ce que je fais dans la vie, c'est vrai que c'est une question, ça a vachement évolué parce que quand j'étais aux Beaux-Arts, je me considérais plus comme plasticien. Et plasticien, c'est pas un joli mot, je trouve. Il y a un côté un petit peu sur ta feuille d'impôt, tu vas regarder ce que t'es et puis on va te dire, bah, t'es plasticien. Ouais, il y a ce côté un peu froid. Et artiste, c'est difficile parce que ça charrie un passif énorme. Et puis voilà, ça peut paraître un petit peu, comment dire, c'est pas facile de se revendiquer artiste de nos jours. Et céramiste, un petit moment, ouais, je me déclarais céramiste, mais ça me convient pas non plus tout à fait parce que je fais de la peinture, je fais de la gravure. Si je pouvais me désigner comme bricoleur, ça m'irait pas mal. Mais voilà, c'est vrai que ça varie pas mal. C'est vrai qu'en ce moment, je fais énormément de céramique, mais j'écris aussi pour mon master d'éco-poétique. Donc là, à ce moment-là, est-ce que je peux me déclarer écrivain? Non, pas spécialement, parce qu'en fait, je papillonne beaucoup de médium en médium. Donc ça m'arrive d'oser me dénommer artiste. Ouais, ok. Ou bricoleur, au choix. Ben oui, créateur. En général, je suis embêté quand même. Ouais. Bon, alors tu en as déjà un peu parlé tout à l'heure, les thématiques de tes pièces, que ce soit en volume, tes pièces en sculpture ou ta peinture. Qu'est-ce que tu dirais que tu abordes? Ce qui est important pour appréhender mon travail, c'est de recontextualiser un petit peu. Voilà, ça vient pas de n'importe où. Enfin, voilà, je suis un enfant de mon époque. Et donc, récemment, je me suis plongé dans la lecture d'un gars qui s'appelle Paco Mtielman, voilà, qui explique qu'on arrive dans la vie comme dans un film pour lequel on aurait loupé le début, tu vois, et puis on essaie de reconstituer l'histoire, mais il manque des bouts, ça paraît pas très cohérent, etc. Et donc, donc j'arrive dans un moment de l'histoire de l'humanité où on s'est pris déjà les trois claques, les blessures narcissiques, comme disait Freud. Donc là, la première, c'est la blessure suite à la révolution copernicienne, c'est-à-dire la Terre n'est plus au centre de l'univers. Ensuite, t'as la révolution darwinienne. L'homme n'est plus qu'un animal comme les autres, tu vois, parmi tant d'autres. Et puis après, t'as la claque freudienne, c'est-à-dire qu'on n'est plus maître de nous-mêmes. Il y a toute la partie inconsciente, tu vois, qui nous meut. Et donc voilà, enfin il y a cette espèce d'étrangeté. Enfin moi je suis très habité par l'étrangeté du monde. Il y a une phrase que j'aime bien: on ne devrait jamais s'habituer à vivre. Et donc je trouve que dans nos sociétés, on a tendance à être pas mal habité par des questions qui sont bien normales, hein, c'est-à-dire le quotidien, le travail, tout le flot médiatique. Et finalement, on n'a plus trop de temps pour s'émerveiller, regarder un ciel étoilé, être complètement pris de vertige de ce sentiment existentiel, quoi. Donc mon travail, il arrive là-dedans, en fait. On arrive dans une
crise de l'Anthropocène, avec des bouleversements climatiques, un effondrement des espèces. Donc là, tout mon travail, il traite de ça en fait. Donc qu'est-ce qui naît de tout ça? Il naît des créatures hybrides, beaucoup d'enfants étranges. C'est vrai que souvent, ça a commencé un petit peu comme ça suite à la naissance de mes enfants, et puis la réminiscence de ma propre enfance. C'est vrai qu'à cet âge-là, on a un rapport assez animiste au monde, et dans nos sociétés occidentales, nos sociétés de modernes qui sont un petit peu responsables des dégâts environnementaux. On est dans un rapport au monde naturaliste, et il y a d'autres ontologies qui existent, animisme, analogisme, totémisme. Et c'est vrai que quand on est enfant, on est naturellement plus animiste, c'est ça qui m'intéressait. On prête une âme aux objets, aux plantes, aux animaux. Je suis un petit peu à la frontière entre les deux, parce que voilà, c'est vrai qu'on nous a inculqué le cartésianisme, le rationalisme, et en même temps il y a une part de moi que j'essaye de pas éteindre, qui est l'enfant qui est en moi, qui a un rapport plus sensible à l'invisible. Donc ouais, dans mon travail, il y a pas mal d'enfants qu'on pourrait dire chamans, qui sont des médiateurs entre les mondes. Est-ce que tu comprends quand certaines personnes peuvent trouver ton travail un peu sombre? Parce que là, t'écouter parler, je trouve ça un peu chaotique, quoi. Tu contemples le chaos de la nature. Ouais, on est dans un chaosmos. Ouais. En fait, oui, on est dans un cosmos, mais on est aussi dans un chaosmos. C'est vrai que la première fois que j'ai confronté mon travail avec le public, c'était à Saint-Quentin-la-Poterie, à la Terrala. Et j'avais fait une des pièces qui est maîtresse dans ma cosmogonie. Ça s'appelait l'Endormi. C'était un grand corps de femme en grès noir sur lequel, qui était allongé avec un masque animal. Et il y avait des champignons en porcelaine sur son ventre. Et il y a alors moi, en fait, pendant 3 jours, j'ai exposé dans un jardin. Et donc, je surveillais un petit peu mes pièces, et en même temps, je rencontrais le public. Mais j'aimais bien me mettre un petit peu en retrait et observer les gens rentrer en contact avec ce travail. Et il y avait des gens qui étaient vraiment, mais c'est affreux, mais c'est horrible. D'autres personnes qui trouvaient ça génial, qui voyaient pas du tout le côté morbide. Et des gens vraiment, il y a des personnes qui ont pleuré, qui étaient vraiment rentrées dans un rapport émotionnel énorme avec ce travail. Donc oui, je comprends, et d'ailleurs j'assume ce rapport qu'il pourrait y avoir avec la mort dans mon travail. On est dans une société où on a quand même tendance à cacher nos vieux dans des EHPAD, on a tendance à cacher la mort. On est dans une société où on la nie complètement. Donc il y a toujours un retour du refoulé quand on essaye d'oublier quelque chose. Et le retour du refoulé, c'est souvent violent. Donc les gens qui trouvent ça morbide et qui sont vraiment très mal à l'aise, c'est des gens qui peut-être ont des soucis avec la mort, ce qui fait pourtant partie de la vie. Moi, avec mes enfants, je parle beaucoup de la mort. Quand ils m'en parlent, je suis pas gêné, quoi. Mais tes pièces restent quand même assez ludiques, assez même amusantes parfois. Ouais. Ça aussi, tu le recherches? Alors, en fait, je recherche rien. En fait, je noircis pas mal de carnets avec plus des visions, que je peux avoir de pièces, d'enfants, de créatures hybrides. Et quand j'ai un petit peu de temps à accorder à une nouvelle sculpture, je compulse un petit peu mes vieux carnets. Et il y a tout d'un coup une pièce qui dit moi, je veux être incarné en terre. J'ai pas vraiment de plan, en fait. C'est pour ça que c'est parfois difficile de parler de mon travail, parce que c'est très large et j'ai pas, il n'y a pas de volonté pédagogique, tu vois, ou didactique. J'ai rien à apprendre à personne. Par contre, c'est vrai que j'ai le besoin d'extérioriser un monde intérieur, des images qui m'habitent, ou qui passent par moi plutôt. Je me vois plus comme un médiateur. Et après, ces sculptures, elles ont leur vie, elles sont plus ou moins immortelles.
contrairement à moi. Et c'est vrai que j'aime bien imaginer voilà, qu'elle passe de génération en génération, d'un propriétaire ou d'un colocataire à un autre. Okay. Et voilà, qui te raconte des choses autour, qu'ils aient un rapport en fait. Parce que c'est vrai que les sculptures par rapport à la peinture, elles habitent avec nous, quoi. Elles sont vraiment une vraie présence dans l'espace, surtout quand elles sont voilà, des corps. Voilà, je sais plus quelle était la question. Ouais, non mais... Tu parlais du dessin, là. Comment est-ce que tu travailles? Tu disais que tu remplissais des carnets. Le dessin est important, ça. Ouais, le dessin est quand même important. C'est vrai que j'ai, dans mon enfance, lu énormément de bandes dessinées. C'est par ça que, en fait, mon imaginaire a été pas mal fertilisé, parce que mon père collectionne des BD depuis toujours. En fait, à son anniversaire, à Noël, c'est simple, tu lui achètes une BD, il est content. Et donc, ce qui fait qu'on a des bibliothèques remplies de bandes dessinées. Et donc, oui, j'ai quand même pas mal dessiné toute mon enfance. Et ce rapport au dessin est resté, mais plus comme pas comme finalité, mais comme une façon une prise de notes. Quand j'ai une image qui me vient en tête, ça va très vite. Et, est-ce que la photo aussi est importante? alors la photo a complètement disparu. J'ai fait un blocage avec la photo en fait. J'ai l'impression en fait, en sortant des Beaux-Arts, j'ai eu l'impression d'avoir, comment dire, dit tout ce que j'avais à dire avec la photo. Et puis comme ma compagne voilà, travaille dans un festival photo, voilà, je dis trop de photos. Mais par contre, j'aime beaucoup la photo. Ouais. D'accord. Je suis pas mal le boulot de Charles Frégé qui photographie des costumes à travers le monde, qui fait un bouquin qui s'appelle Wilderman, qui fait partie de mes inspirations. Okay. Et il en a fait un autre sur des figures folkloriques au Japon, qui s'appelle Yokai no Shima, okay. Et qui photographie des costumes de yokai. Et c'est vrai que le shintoïsme, voilà, la religion, la philosophie, religion, voilà, issue du croisement entre l'animisme et le bouddhisme au Japon, m'inspire beaucoup dans sa façon de ne pas être manichéen, c'est-à-dire dans son rapport culture, nature, modernité, tradition. C'est vrai que nous, on a une culture assez binaire, et eux, ils arrivent à digérer tout. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Pour en revenir au dessin, ouais, je dessine pas tous les jours, mais je dessine quand même assez régulièrement. Ouais. Pour revenir à tes influences, là, quelle est la place de la culture asiatique et notamment japonaise dans ton boulot? Alors, je lisais, c'est vrai que la culture manga, je l'ai découverte assez tard, surtout par l'intermédiaire des films du studio Ghibli, Hayao Miyazaki, Takahata, tout ça. Et puis finalement, mes enfants, finalement, sont plus initiés au manga avec Eiichiro Oda, One Piece et tout ça, Naruto. Il y a un gars que j'aime beaucoup qui s'appelle Matsumoto Taiyo, qui a écrit Amer Béton, Number 5. Voilà, c'est un gars qui a un dessin organique très libre et à la fois très précis. Et il met en scène des enfants très sauvages, assez marqués, mais voilà, qui ont un rapport à la vie très direct, très pur, très violent, très sauvage. Ouais, j'aime beaucoup. Matsumoto Taiyo, ouais. D'accord. Et tu t'es rendu au Japon? Tu as voyagé Ouais, j'ai été plusieurs fois, et donc comme je te disais, je devais repartir une troisième fois pendant le confinement, mais voilà, le pays s'est fermé. Ouais, j'ai passé 3 mois au Japon dans ma première résidence à Shigaraki. J'ai donc passé 1 mois et demi à Shigaraki pour créer voilà, des sculptures. Ils ont des fours magnifiques. J'ai fait mes premières cuissons bois là-bas, première initiation. C'était assez fantastique. Et oui, j'ai voyagé sur une île qui s'appelle Yakushima, qui était l'inspiration de Miyazaki pour la forêt de Mononoke. Donc ouais, c'était pas mal. En fait, j'aime tout. Ils ont un rapport non binaire justement entre l'art et l'artisanat, et ce qui fait que dans n'importe quelle création artisanale, ils vont élever voilà, la philosophie, l'âme des objets. Enfin voilà, c'est vraiment ça va très loin. C'est beaucoup plus poreux que chez nous. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a des rencontres qui ont été importantes pour ta carrière de céramiste? En fait, c'est les rencontres qui sont importantes et qui me font aussi, enfin voilà,
que je peux gagner aussi un petit peu de sous. C'est avec des collectionneurs qui me suivent, qui sont fidèles. Alors, il y a certaines personnes qui achètent ton travail, enfin, mon travail, plus pour, je pense, des vertus décoratives, sont assez rares. La plupart voilà, c'est toujours une conjonction astrale assez incroyable quand une personne aime ton travail au point de vouloir le posséder et a les moyens aussi de se l'offrir. Et voilà, c'est des rencontres, c'est des belles rencontres. Et surtout quand voilà, c'est d'année en année, c'est quelque chose, voilà, des personnes qui te suivent, qui t'accompagnent, qui t'encouragent. Après, il y a aussi quelque chose qui a été super important pour moi, c'était la rencontre avec Anne-Laure Roussy, de la galerie collection d'Atelier de France, voilà, qui a été une opportunité géniale pour moi de montrer mon travail à Chicago, à Miami, à Bangkok. Et qui a été vraiment un accélérateur pour moi, un tremplin génial. Ok, bah ouais, ouais. Mais justement, est-ce que tu en vis là aujourd'hui de la céramique? Alors il y a des années fastes, et puis il y a des années, en fait c'est pas régulier quoi. Donc c'est vrai que là avec le Covid c'était compliqué. Il y a eu quelques aides de l'État qui ont pu faire la compensation, mais en règle générale ouais c'est quand même compliqué. Voilà, il y a des années où ça se passe bien, d'autres années où tu fais le dos rond, t'attends que ça se passe, tu continues à travailler. Faut pas se décourager. C'est vrai que la carrière d'artiste, c'est des hauts et des bas, des traversées du désert. C'est là où c'est des épreuves pour tester ta volonté. Ouais, c'est ça. Est-ce que pour diversifier tes sources de revenus, tu participes à des résidences, des projets avec des scolaires, tu donnes des cours? Alors, non, pour l'instant, je me sentais pas la légitimité de donner des cours. J'ai l'impression là que c'est en train de se maturer, voilà, que maintenant ça fait 10 ans, j'ai un petit parcours, donc je pense pouvoir, d'ici quelques temps, avoir matière à transmettre. Comme je te le disais tout à l'heure, en matière technique, je reste un grand bricoleur, donc je suis pas sûr que je sois un très bon professeur. Mais par contre, en ce qui concerne, finalement, suite à mon le master d'éco-poétique que je suis en train de faire en parallèle, je pense que j'aurais peut-être plus à transmettre de ce background-là de lecture, de philosophie, d'anthropologie, etc., qui pourrait aider des créateurs à prendre bien conscience voilà, du contexte dans lequel on vit, puis qui pourrait voilà, énerver leur travail, fertiliser, leur donner des pistes de réflexion, tout ça. Donc non, pour l'instant, voilà, ma diversification, elle se fait plus par mon potager pour produire mes légumes et mes fruits. Voilà, c'est la résilience. Bon, ton potager qui se trouve juste à côté de ton atelier. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire ton atelier, ton espace de travail? Alors, mon espace de travail, il est un petit peu partout. En fait, je ne fais pas de dichotomie entre ma vie et mon travail, ce qui fait que j'ai une table au fond de mon salon, derrière mon canapé, voilà, sur lequel je travaille. Alors j'essaie de ne pas faire trop de poussière. J'ai des enfants super qui font vraiment attention, bien qu'on leur demande aussi assez régulièrement de faire gaffe, parce qu'il y a des sculptures partout. Et donc voilà, il y a quoi? Il y a des peintures sur les murs, il y a une grande bibliothèque avec plein de livres que je peux compulser, voilà, sur la photographie, la sculpture, la permaculture, voilà, sur la philosophie, plein de choses. Et voilà, mais surtout mes sculptures, voilà, qui vivent avec moi, j'ai vraiment besoin de les voir, qu'elles vivent avec. Et alors, je traverse la cour pour être plus dans la partie émaillage et cuisson, parce que j'ai quand même un petit peu de scrupule à faire respirer des poussières toxiques à mes proches. Et même moi, d'ailleurs, j'aime pas trop ça. Je mets des masques et tout, mais je suis un peu flippé par rapport à toutes ces matières. Même si j'adore ce côté alchimique de la céramique, je fais quand même très attention. Et donc voilà. Ton four, je voyais ton four tout à l'heure, il est tout petit par rapport au grand volume de tes pièces. Ouais. Alors c'est quoi ton secret?
Alors, c'est vraiment une frustration énorme et en même temps, c'est parfois de contraintes naissent des choses intéressantes. Mais donc, je fais mes pièces en une partie que je découpe, que je cuis en plusieurs fois et que je recolle avec une colle magique utilisée dans le bâtiment. Mais c'est vrai que là, j'ai reçu une bourse de la région pour essayer d'acheter un four un peu plus grand. Alors, j'ai toujours rêvé de me construire un four à bois et en même temps je suis sensible à l'aspect un petit peu écologique du facteur cuisson et je suis pris un petit peu entre deux feux. Enfin, c'est-à-dire quand j'étais à Shigaraki, on a passé des mètres cubes de bois pour nos cuissons. C'est des forêts qui disparaissent, quoi, et c'est du carbone dans l'atmosphère. Bon, après ça fait des pièces magiques, magnifiques et je pense que c'est les plus belles, celles qui sortent des fours à bois. Et en même temps, c'est vrai que le four électrique cuit au nucléaire, tu te dis, ouais, c'est pas top non plus. C'est ça. Donc, dans tous les cas, de toute façon, on a toujours un impact, hein, quoi qu'on fasse. Donc, je sais pas. Après, il y a la cuisson au gaz aussi. Je pense que je vais m'acheter avec ma bourse, je vais m'acheter des briques. Et construire ton propre four. Construire mon propre four, peut-être que ce sera, en attendant qu'il soit un four à bois, avec des bouteilles de gaz, et pouvoir cuire enfin mes pièces en une fois. Ouais. Ça me ferait gagner un temps fou, c'est incroyable. La perte de temps, le stress. Et je voyais que tu avais un four avec une ouverture sur le dessus. Ouais, mais il est en train de partir en lambeaux, mon four. Ouais. Il te faudrait une ouverture latérale, en fait. Enfin, une ouverture frontale. Ouais, ouais, ce serait pas mal. Ouais. Mais ils sont plus chers. Oui, c'est ça. Techniquement, comment est-ce que tu travailles tes pièces? J'ai compris que tu faisais d'abord du dessin, mais pour la réalisation, tu utilises par exemple des quilles, des tiges? Alors, au départ, ce qui m'a vachement aidé quand on parlait justement de tutos sur l'internet, il y a une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Beth Scavener, qui fait des animaux très expressifs, qu'elle émaille pas, qu'elle peint par la suite. Et elle, en fait, donc elle se fait une structure métallique et elle construit en plein ces sculptures qui peuvent avoir des grands formats. Et ensuite, elle les découpe par petits morceaux, elle les vide. C'est tout un processus. Et c'est vrai que j'ai démarré comme ça et c'était un peu galère. Et je me suis mis à monter maintenant au Colombin, vraiment, c'est beaucoup plus simple. Au départ, la transition était un peu difficile, mais c'est vrai qu'au départ, je faisais mes sculptures en plein, et je les vidais, et je les et voilà, je réassemblais toutes les parties avec, enfin, voilà, c'était compliqué. Oui. Donc voilà, maintenant c'est modelage, avec des terres très mélangées. J'aime bien mélanger plein de terres qui viennent d'un peu partout. C'est vrai que dans l'idéal, j'aimerais avoir une carrière dans mon jardin pour pouvoir travailler des terres locales. Mais bon, j'ai pas cette chance. Je travaille pas mal avec le grès de Saint-Amand, voilà, que je mélange avec des terres qui viennent d'Espagne, des terres noires, des terres... C'est plutôt du grès? Ah ouais, que du grès. Ouais. Quelques éléments de porcelaine assez ponctuels, ou pour des engobes, mais ouais, c'est que du grès. D'accord. Et tes couleurs, c'est toi qui les fais toi-même? Alors, un des trucs de mon émail que j'ai utilisé pendant au moins 2-3 ans, et puis ça m'arrive de le réutiliser, c'était un émail basse température que j'avais acheté comme ça tout prêt, que j'avais cuit par erreur en haute température, et qui s'avérait vraiment être cool. Ça faisait une espèce de céladon. Et j'ai tenté de faire des émaux par moi-même en achetant toutes les matières premières. Ça m'arrive. Et puis parfois j'achète des émaux tout prêts que je mélange parce que j'aime pas forcément l'effet qu'ils ont. Donc voilà, j'essaie de faire une cuisine pas trop propre, de mélanger. Enfin, en fait, je compte vachement sur les contingences, sur le chaos de l'atelier pour faire des choses. Je fais assez peu de petites pernettes de tests. J'ai pas la patience et pas le temps. Donc parfois, je joue à la roulette russe avec des grosses pièces à tenter de nouveaux émaux. Mais j'ai souvent de la chance. Ça va. Pas de plâtre du tout. Tu ne moules rien du tout. Ah non. Alors, il faut être super pour faire des moules. Il faut être très consciencieux. Et malheureusement, je n'ai pas cette qualité. J'aimerais bien, mais... Et il y a pas mal d'ajouts aussi d'autres éléments que tu viens peut-être rajouter après cuisson.
Ouais, alors ça c'est vrai, j'ai eu toute une période et je pense que ça vient. Donc en fait j'ai essayé de relier mon parcours de fleuriste avec ma pratique céramique. J'ai fait tout un projet que j'appelais Still Life, où j'ai incorporé des végétaux à mes céramiques. Et donc oui, ça m'arrive régulièrement d'utiliser voilà, des branches, des feuilles. Alors il y a ce côté un peu frustrant de l'éphémère. Et donc finalement après ça m'arrive pas mal de travailler des végétaux secs ou des branches. Ça m'arrive aussi de travailler avec du tissu. Ouais, D'accord. Ouais, j'aime bien mélanger les matières. Dans quelle ambiance sonore tu travailles? Alors je travaille beaucoup en écoutant France Culture. Je pense comme beaucoup d'artistes. Et puis pas mal de podcasts, de vidéos, YouTube. Voilà. En ce moment, j'ai découvert Paco Mtielman, comme je te l'ai expliqué, qui est un espèce de chercheur gnostique de la pop culture hyper intéressant. Donc, comme je suis assez monomaniaque, là, pendant une semaine, je vais écouter toutes ces conférences, quoi, par exemple. Des conférences d'Aurélien Barraud, qui est un astrophysicien engagé et aussi passionnant. Mais voilà, j'écoute aussi de la musique, toujours avec la même, le même acharnement quand j'aime quelque chose, à épuiser la même playlist pendant des heures. Oui, je comprends. Comment est-ce que tu articules ton temps de travail sur une année complète ou sur une saison? Est-ce qu'il y a des moments où tu vas plus te consacrer à la peinture, au dessin, à la sculpture? Ouais, c'est une problématique. J'aimerais tellement pouvoir satisfaire tous mes penchants. La peinture, la sculpture, l'écriture. Il y a vraiment un moment, une matière qui s'impose pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Alors là, cette année, j'essaye vraiment de pouvoir accorder du temps à mon master et à écrire. Mais j'ai vraiment du mal quand je suis lancé dans une culture, c'est vraiment, ça me prend toute mon énergie, tout mon temps. Et pareil pour l'écriture, quand j'écris ou quand je peins, c'est épuisant, quoi. C'est-à-dire que j'essaye de transmettre, d'incarner la matière, de lui transmettre toute mon énergie. Et quand une pièce est réussie, je suis normalement épuisé et je peux pas passer Puis j'ai aussi mes enfants, il faut que je m'en occupe bien. Mon potager, tout ça. Donc c'est vrai que en fait, dans mes journées sont rythmées par un petit quotidien. J'aime aussi pas mal balader mon chien en forêt pour faire des pauses, des coupures. Mais voilà, ça c'est vraiment d'un médium à un autre, plutôt par période de semaines ou de mois. Est-ce que la nature aussi, les saisons, le fait que tu vives à la campagne, en pleine forêt, tu sens qu'il y a une influence sur ta manière de travailler? Par exemple, en hiver, tu vas travailler telle ou telle terre ou tel support. Ouais, c'est intéressant, j'avais jamais pensé à ça. C'est vrai que par exemple au printemps, pratiquement pendant toute une période, je ne travaille plus en fait dans mon atelier, je travaille dans mon jardin. Et en fait, ça participe quelque part, ça doit se retrouver dans mes pièces à un moment donné, en fait, ces moments de jachère, ces moments de frustration, d'énergie accumulée, frustration finalement de pas avoir le temps de créer, mais finalement je crée autre chose en cultivant mes légumes et c'est quand même sympa. Et ouais, de planter des arbres, de créer tout un écosystème, d'essayer de faire revenir des oiseaux, des hérissons, de pouvoir œuvrer à prendre soin du lieu. Ça aussi, c'est une création qui est importante pour moi. Alors, tu vas choisir dans les deux propositions que je vais te faire. Est-ce que tu préfères travailler dans un atelier froid et humide, mais avec une bonne lumière, ou alors travailler dans une pièce chaude et sèche, mais sans fenêtre? Ah ouais, vraiment, sans problème, je choisis la lumière. Trop important, la lumière. Ok. Alors, il se trouve que mon atelier, il est froid, humide et sans trop de lumière. C'est pour ça que je travaille plus dans mon salon, mais qui est chaud et avec de la lumière. Et avec de la lumière. Est-ce que tu as des outils préférés, des processus de travail que tu aimes, qui reviennent comme des rituels? Souvent, je me fais engueuler, mais je travaille beaucoup avec... il y a souvent la vaisselle. Des cuillères qui disparaissent, des couteaux. Il y a eu un rouleau à pâtisserie là, qui a disparu aussi dans mon atelier.
Non, je bricole avec tout ce que j'ai. Parfois, je prends des cales, mais vraiment, voilà, tout ce qui me passe par la main. Et c'est vrai que c'est pour ça que je disais que je bricolais tout à l'heure. Ouais, je vais me professionnaliser. Ouais, c'est bien. C'est déjà pas mal. Si je voulais en revenir un peu aux influences, aux choses que tu aimes bien, qui te nourrissent, dans la céramique contemporaine, est-ce qu'il y a des boulots de céramistes, de créateurs Que je suis, ouais. Ouais, que tu suis, qui te plaisent? Ouais. Alors, il y a un boulot que je suis. Enfin, c'est vrai que, je suis sur Instagram, donc je suis pas mal de boulots d'artistes. Et il y a donc une artiste qui s'appelle Myung-Joo Kim, qui est coréenne, voilà, que j'ai rencontré plusieurs fois. Voilà, c'est une copine, quoi, on va dire. Chacun de ces boulots vraiment est renversant, quoi. Je suis bluffé. Elle a franchi à un moment donné. Enfin, c'est vrai que j'aimais son travail, mais il est devenu bouleversant d'un coup, quoi. Donc il y a son boulot que j'admire énormément. Après, il y a un boulot que je suis. Je me sens proche. C'est un gars qui s'appelle Kim Simonson, qui fait comme ça des enfants un petit peu étranges, qui sont comme recouverts de mousse. Je pense qu'il met un flocage vert dessus. Bon, voilà, je trouve que j'aime bien. Je trouve ça un peu répétitif. Voilà, ça manque un petit peu de diversité. Je commence à me lasser un petit peu. Mais c'est vrai que quand il a commencé à sortir de son four ces créatures, je me suis senti vraiment proche, voilà, de ces enfants de la forêt, un peu post-apocalyptique. Ouais, je trouve ça vraiment cool. Après, il y a le boulot de... Bien sûr, je vais perdre son nom. Je te disais, il y a Bess Kavner qui fait des animaux dans des postures vraiment incroyables et qui sont très expressives, très touchantes aussi. Il y a Caroline Smith, Caroline Smith, je sais plus comment on dit, qui a un boulot très baroque, très complètement fou et j'aime beaucoup aussi, très inquiétant et à la fois très joyeux. Enfin, ça fait très danse macabre en fait. J'aime beaucoup son boulot. Ouais, Donc il y en a plein, ouais, il y en a plein. C'est quoi ton rêve de céramiste aujourd'hui? Je rêve d'un grand four, comme je te disais tout à l'heure. Ouais. Avec un grand four, je suis sûr que... En fait, quelque part, quand tu travailles dans une petite pièce, tu fais des petites sculptures. Quand tu travailles dans une grande pièce, tu fais des grandes sculptures. C'est... Vraiment, j'ai besoin d'une hauteur de plafond pour voilà, que mes idées circulent. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, je ressens le besoin d'avoir un plus grand four. Ouais. Alors un four à bois, ouais, ce serait vraiment chouette. Alors je suis allé à une conférence de Jean Girel qui apparemment a créé le four idéal, c'est-à-dire un four à bois économe en bois. C'est-à-dire que tu mets pratiquement moins d'un ster pour faire une cuisson haute température. Alors ça c'est vraiment le four du futur, quoi, parce que justement c'est à la fois c'est une cuisson bois, donc c'est beau, et à la fois c'est économe et puis écologique, quoi. Donc ça c'est... Ouais, c'est pas mal. Ouais, Et, ça serait mon rêve. Est-ce que tu fais de l'enfumage aussi? Non, j'ai jamais testé l'enfumage. Mais ce serait chouette, je pense. Ouais. Ouais. Le côté justement aléatoire, empirique, ouais, ce serait ouais. La dernière fois qu'on s'était vu, je me souviens, tu parlais de... Enfin, tu devais faire une résidence avec Cyril Rouge, non? Ouais. T'étais à Saint-Béat. Ouais. T'avais travaillé de la pierre alors là? Ouais, du coup. j'ai sculpté du marbre, ouais. Ah ouais, ok. Et comment ça s'était passé? Ça s'est super bien passé. Ouais. C'était avec donc François-Xavier Poulaillon, qui était un tailleur de pierre, artiste, qui m'a accompagné dans cette résidence. Et j'ai adoré sculpter du marbre noir. Donc j'ai fait un enfant comme ça, je l'appelais l'enfant nuit, puis avec le poli du marbre. Et alors ça, c'est une matière qui résonne tout à fait différemment en fait, tu vois, au niveau vibration que la terre ou le grès. Et c'est hyper dense. C'est vraiment le monolithe, tu vois, de Kubrick, de 1001 Odyssée de l'espace, quoi. Mais par contre, il y a le côté, mon père est tailleur de pierre en fait. Donc tu vois, il y avait ce côté-là un petit peu retour aux sources. Okay. Et mais la taille directe, c'est trop définitif pour moi. Du coup, ça me stresse un peu. J'aime bien pouvoir revenir, tu vois, pendant des heures sur une sculpture. Et du coup, bizarrement, alors je pense que c'est parce que je débutais dans la taille de pierre, mais c'était
plus intellectuel, tu vois. C'est moins intuitif. Mais c'est vrai que je pense que tu as aussi l'intermédiaire entre l'outil et la pierre, tu vois. Tu tailles pas directement avec tes mains, bien sûr. Et cet outil-là, je pense que quand tu t'habitues, tu l'oublies. Enfin, ça devient clairement le prolongement de tes mains, de ton corps. Et tu as des sensations presque tactiles, je pense, avec ton ciseau à pierre. Mais moi, j'apprécie beaucoup plus quand même ce côté contact direct avec la matière. M'en mettre partout de la terre. Ouais. Et salir. Tu aimerais découvrir d'autres supports comme ça de volume, ça peut être le bois. Ouais, alors j'adore il y a un sculpteur sur bois qui s'appelle Bruno Wellpott que j'aime beaucoup. Des gens, des humains en bois, t'as l'impression qu'ils vont bouger. C'est vrai que c'est une belle matière et c'est vivant aussi le bois. J'ai tenté à faire des socles à la tronçonneuse. Je me suis acheté des ciseaux à bois. Mais voilà, déjà je papillonne déjà beaucoup. Mais pareil, le verre. J'ai fait un workshop pour faire de la pâte de verre. Et j'ai sorti des sculptures intéressantes. Puis il y a ce côté justement translucide qu'on peut avoir un petit peu avec la porcelaine, mais pas tant. Et bizarrement, avec le verre, j'avais l'impression, beaucoup plus que la céramique, qu'elle avait vraiment besoin d'un travail de lumière pour s'incarner. C'est-à-dire que c'était un peu comme si c'était une sculpture que tu pouvais allumer et éteindre. Alors qu'une sculpture en céramique, j'ai l'impression qu'elle peut être dans le noir, dans l'ombre, mal éclairée. Elle est toujours aussi forte, tu vois. Toujours... ouais. Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.